Avez-vous déjà eu l'impression que le monde s'effondrait autour de vous, que personne ne comprenait vos difficultés ou votre histoire? Alors cette histoire est pour vous, parce que l'histoire du Salvador n'est pas que des dates et des batailles. C'est l'histoire d'une petite ville qui affronte des géants, qui a été conquis, trahi, réduite au silence, mais jamais vaincu. Un pays qui a appris à résister avec dignité, pleurer en silence et de se relever avec force. Si vous aussi vous avez vécu des moments difficiles, si vous avez déjà eu l'impression que personne ne vous voyait, donc vous êtes un peu comme le Salvador aussi. Et dans cette histoire, vous y trouverez non seulement le passé d'un pays, mais un reflet de votre propre force. Avant de commencer cette histoire passionnante du Salvador, faites quelque chose d'important. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Et laissez-nous un commentaire ci-dessous avec cette phrase: je veux que davantage de gens connaissent la véritable histoire du Salvador. Avec ce simple geste, vous aiderez cette vidéo à atteindre plus de personnes. Et ensemble, nous gardons vivante la mémoire d'un peuple qui ne s'est jamais rendu. Humains, les premiers habitants du Salvador, l'héritage des peuples anciens. Bien avant l'existence du Salvador, bien avant que l'espagnol ne soit parlé sur ces terres, une vie existait ici. Une vie riche et complexe, pleine de culture, de sagesse et de lutte. Les terres qui composent aujourd'hui le Salvador abritent des peuples autochtones depuis des millénaires. Les plus connus étaient les Pipiles, descendants des Toltecs du centre du Mexique. Mais il y avait aussi les Lencas, les Pocomam, les Chortis et d'autres groupes qui vivaient dans les montagnes, les vallées et les rivières. Ces peuples n'étaient pas de simples communautés isolées. Ils possédaient des structures sociales bien organisées, de profondes croyances religieuses et des connaissances avancées en astronomie, en agriculture et en architecture. Ils construisaient des temples, vénéraient des dieux comme Xiptotec et Tlaloc et cultivaient le maïs, le cacao, les haricots et les courges, selon des techniques respectueuses de la nature. Les Pipiles fondèrent Cuscatlan, qui signifie « terre des joyaux ». Et ce n'était pas seulement un joli nom, c'était un centre culturel, politique et économique où se déroulaient les échanges commerciaux, où se jouait l'avenir de la région et où se défendait l'identité autochtone. Mais ces peuples ne vivaient pas en parfaite harmonie. Il y avait des alliances, certes, mais aussi des guerres. Les luttes pour le territoire ou le pouvoir faisaient partie intégrante de leur réalité. Malgré cela, chaque groupe apportait quelque chose d'unique à l'âme profonde de ce qui, des siècles plus tard, allait s'appeler le Salvador. Ce chapitre de l'histoire est souvent oublié, mais il en est le véritable commencement. Car comprendre le Salvador est impossible sans s'intéresser d'abord à ses racines les plus anciennes. C'est là, sur une terre qui battait déjà fort avant l'arrivée des Européens, qu'est née la première étincelle de ce que nous connaissons aujourd'hui comme un pays résilient, chargé d'histoire. 2. La conquête espagnole et la naissance du territoire colonial. Si le premier chapitre de l'histoire du Salvador a été écrit par des peuples indigènes comme les Pipiles et les Lencas, le deuxième chapitre a été marqué par une force venue de loin, la conquête espagnole. C'est en 1524 que les conquistadors arrivèrent sur ces terres, menés par Pedro de Alvarado, un ambitieux envoyé par Hernán Cortés du Mexique. Alvarado n'était pas seul. Il emmenait avec lui des soldats armés d'épées, d'arquebuses et de chevaux, du jamais vu chez les autochtones de la région et une détermination farouche à prendre le contrôle du pays. Mais les peuples autochtones ne se rendirent pas facilement. Les Pipiles, sous le commandement du courageux roi Atlacat, opposèrent une résistance acharnée. Ils affrontèrent les Espagnols lors de batailles comme celle d'Acajutla, où les guerriers autochtones, armés de lances et de courage, tentèrent de stopper l'invasion. Les Espagnols ont certes gagné, mais non sans subir de lourdes pertes. Et bien qu'ils aient finalement conquis Cuscatlan, ils n'ont pas réussi à soumettre complètement les communautés indigènes, qui ont résisté pendant des années, se réfugiant dans les montagnes et préservant silencieusement leurs traditions.
Avec la chute des seigneuries indigènes, une nouvelle ère commença, celle de la domination coloniale. Le territoire fut rattaché à la vice-royauté de Nouvelle-Espagne, et ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Salvador fut incorporé à la capitainerie générale du Guatemala. Les Espagnols imposèrent leur langue, leur religion catholique, leurs lois et leur pouvoir. Ils bâtirent des églises sur d'anciens temples, fondèrent des villes comme San Salvador et Santa Ana et distribuèrent des terres en encomienda, où les indigènes furent contraints de travailler dans des conditions d'esclavage déguisé. La vie a radicalement changé. Les peuples autochtones ont perdu une grande partie de leur liberté, de leur culture et de leurs droits. Ils ont été contraints de payer des impôts, de travailler sans relâche, de faire taire leurs dieux et d'apprendre les noms des saints. Mais tout n'était pas obéissance. Dans de nombreux coins du pays, au plus profond des villages, la mémoire de leurs ancêtres subsistait. En secret, les autochtones chantaient dans leur propre langue, cultivaient comme avant et rêvaient du jour où ils seraient à nouveau libres. L'ère coloniale fut un mélange d'imposition et de résistance. D'un côté, de nouvelles structures de pouvoir, une nouvelle économie et une nouvelle société métisse émergeaient. De l'autre, la douleur, le ressentiment et le désir de libération grandissaient. Et cette graine de rébellion, qui avait germé depuis l'époque d'Atlacatl, allait continuer à croître. Car l'histoire du Salvador est au fond celle d'un peuple qui n'a jamais accepté la domination. 3. La route vers l'indépendance, 1800-1821. Après près de 3 siècles de domination espagnole, quelque chose a commencé à changer dans le cœur des peuples d'Amérique centrale, y compris dans ce qui est aujourd'hui le Salvador. Le 19e siècle apporta de nouvelles idées venues d'Europe. La liberté, l'égalité et les droits des citoyens. La Révolution française, les guerres napoléoniennes et surtout l'indépendance des États-Unis avaient allumé une étincelle dans de nombreuses régions du monde. Et en Amérique latine, cette étincelle devint un véritable feu. Au Salvador, la situation n'était pas facile. Les créoles, enfants d'Espagnols nés en Amérique, étaient las du pouvoir et des privilèges qui restaient aux mains des Espagnols de la péninsule, qui vivaient dans des villes comme Guatemala et prenaient des décisions sans comprendre la réalité du peuple salvadorien. En outre, les peuples autochtones et métis ont continué d'être exploités, travaillant dans les plantations d'indigo, un produit d'exportation de grande valeur, sans droit, sans terre et sans voix. Et c'est au milieu de cette agitation générale qu'émergent les premiers mouvements indépendantistes. Le 5 novembre 1811, à San Salvador, un événement allait marquer à jamais l'histoire du pays, le premier appel à l'indépendance. Il s'agissait d'une rébellion menée par les frères prêtres José Matías Delgado et Nicolas Aguilar, ainsi que par d'autres chefs créoles qui exigeaient la fin de la domination espagnole. Ce jour-là, sur la place principale, au son des cloches telles des tambours de guerre, la voix de la liberté s'éleva. Le peuple réclamait autonomie, justice et liberté. Bien que cette première tentative ait été rapidement étouffée par les autorités coloniales, le germe était déjà planté et cela ne s'arrêterait pas là. Au cours des années suivantes, entre 1811 et 1821, plusieurs soulèvements et révoltes éclatèrent, notamment dans des villes comme San Vicente, Metapan, Santa Ana et d'autres régions de l'actuel Salvador. Nombre de ces soulèvements furent violemment réprimés, mais ils devinrent plus forts, mieux organisés et plus déterminés. Finalement, en 1821, le grand moment arriva. Influencés par l'indépendance du Mexique, les autorités de la capitainerie générale du Guatemala, dont faisait partie le Salvador, signèrent la déclaration d'indépendance le 15 septembre. Avec cet acte, le Salvador et le reste de l'Amérique centrale furent officiellement libérés de la domination espagnole. Mais attention, l'indépendance n'a pas immédiatement apporté la véritable liberté ni la stabilité. S'en est suivie une période de confusion, de nouvelles alliances et de luttes intestines. Pourtant, pour de nombreux Salvadoriens,
Le 15 septembre a été le premier grand pas vers un rêve longtemps caressé, être maître de leur propre destin. Et comme nous le verrons dans le prochain chapitre, ce rêve, bien que proclamé sur papier, devrait encore être défendu avec force, avec des idées et souvent avec du sang. 4. De l'indépendance au conflit, le Salvador dans la Fédération centraméricaine, 1821-1838. Le 15 septembre 1821, le Salvador et les autres territoires de la Capitainerie générale du Guatemala signèrent la déclaration d'indépendance du joug espagnol. Mais ce qui semblait être la fin d'un long chemin n'était en réalité que le début d'une nouvelle ère, pleine d'incertitudes et de décisions difficiles. Après avoir obtenu leur indépendance de l'Espagne, les territoires d'Amérique centrale ont été confrontés à une question fondamentale. Que faisons-nous maintenant ? La réponse n'a pas été unanime. Au Mexique, le général Agustín de Iturbide avait proclamé un empire après son indépendance, et de là, des pressions furent exercées pour forcer l'Amérique centrale à rejoindre ce nouvel empire mexicain. Certains territoires acceptèrent, mais le Salvador s'y opposa fermement. Les Salvadoriens ne voulaient pas d'un autre maître. Ils venaient de briser des chaînes et n'étaient pas prêts à en porter de nouvelles. Ils préféraient faire partie d'une union d'égaux, une fédération centra-américaine où chaque province pourrait décider de son destin sans contrainte. Ainsi, après une brève période de tension et de négociations en 1823, le Salvador rejoint officiellement les Provinces unies d'Amérique centrale, également connues sous le nom de Fédération centra-américaine, avec le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica. Cette fédération fut une tentative noble et courageuse de créer une grande nation centra-américaine, fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Une république inspirée par les idéaux de la Révolution française et de l'indépendance américaine. Mais, comme dans beaucoup de familles, tout n'était pas harmonieux. Très vite, des conflits commencèrent à surgir entre libéraux et conservateurs, entre fédéralistes qui défendaient l'union et localistes qui voulaient l'autonomie de chaque État. Les libéraux, principalement au Salvador, voulaient une république laïque avec une éducation gratuite, la liberté de la presse et moins de pouvoir pour l'Église. Les conservateurs, plus forts au Guatemala, voulaient maintenir les valeurs traditionnelles, l'autorité religieuse et l'ordre colonial. Ces conflits idéologiques ne se résolvèrent pas par des mots. Ils dégénérèrent en guerre civile, révoltes, trahisons et luttes de pouvoir qui affaiblirent progressivement la fédération. Au milieu de tout cela, le Salvador a été l'un des États les plus actifs dans la défense de la fédération, mais aussi l'un des plus durement touchés par les conflits. Finalement, en 1838, la Fédération centra-américaine fut officiellement dissoute. Le rêve d'une patrie commune pour toute l'Amérique centrale fut brisé. Chaque État a suivi son propre chemin, et le Salvador a commencé à consolider sa position de pays indépendant, mais dans un environnement régional fragile et divisé, avec de nombreux défis à relever. À peine 17 ans s'étaient écoulés depuis l'indépendance, et le pays avait déjà connu des guerres, des alliances, des ruptures et des espoirs déçus. Mais le peuple salvadorien est resté debout, déterminé à écrire sa propre histoire, même s'il a dû le faire au milieu de tempêtes politiques, de seigneurs de guerre armés et de luttes de pouvoir. Et c'est exactement ce que nous verrons dans le prochain chapitre. La construction de l'État salvadorien est l'ère des Caudillos, prêt à continuer. L'histoire ne fait que commencer. Un instant, avant de continuer cette histoire incroyable, avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Et si vous aimez cette vidéo, partagez-la dès maintenant avec quelqu'un qui aime aussi en savoir plus sur la véritable histoire de notre peuple. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire. Une histoire qui mérite d'être racontée, mémorisée et jamais oubliée. 5. La naissance de l'État salvadorien et l'ère des Caudillos, 1838-1870. Après la dissolution de la Fédération centra-américaine en 1838, le Salvador se retrouva seul.
Il n'y avait plus d'union de pays frères, ni de constitution commune pour guider ses pas. Il était temps de voler de ses propres ailes, mais ce nouveau départ ne fut pas facile. Quelle est la première chose que fait un pays nouvellement indépendant? Essayer de s'organiser, établir des lois, des gouvernements, des institutions, construire de toutes pièces ce qu'on appelle un État. Mais lorsqu'il n'y a pas de consensus et que les blessures de la guerre saignent encore, il est très difficile de construire une nation en paix. Le Salvador, comme de nombreux pays d'Amérique latine à cette époque, est entré dans une période marquée par les caudillos. Et qui étaient les dirigeants? Des dirigeants militaires ou politiques disposant d'un grand pouvoir dans leur région, qui ont souvent pris les armes pour imposer leurs idées, ou tout simplement pour prendre le contrôle. L'un des premiers noms à se démarquer fut celui de Francisco Morazán, héros hondurien et défenseur de la Fédération, qui tenta de la restaurer. En 1842, il lança une campagne militaire pour réunifier l'Amérique centrale et, malgré un certain soutien au Salvador, il fut finalement capturé et exécuté au Costa Rica. Sa mort marqua la fin symbolique du rêve de fédération. Au Salvador, tout évoluait au rythme des armes. Les présidents s'élevaient et déchus comme des montagnes russes. Certains étaient libéraux, d'autres conservateurs. Certains sont arrivés au pouvoir par voie électorale, mais beaucoup sont arrivés avec l'armée à leur côté. Durant cette période, le pays a connu de multiples guerres civiles, coups d'État et luttes intestines. La stabilité était précaire. La vie politique était en constante agitation. En outre, l'économie salvadorienne était en pleine transformation. La production agricole, notamment l'indigo, une teinture bleue très prisée en Europe, dominait les exportations. De vastes étendues de terre étaient détenues par quelques familles, tandis que la majorité de la population vivait dans la pauvreté, travaillant la terre dans des conditions difficiles. Ce modèle économique concentré a jeté les bases d'inégalités qui ont marqué le pays pendant des décennies et a généré des tensions sociales qui, tôt ou tard, ont éclaté. Pendant ce temps, les gouvernements continuaient de lutter pour consolider leur pouvoir. Des constitutions étaient rédigées, le rôle de l'Église, de l'éducation et du commerce était débattu, mais tout cela se déroulait dans un climat politique instable. L'une des rares périodes de stabilité relative fut celle de Gerardo Barrios, un président libéral qui gouverna dans les années 1860. Barrios a promu l'éducation, encouragé les exportations de café et cherché à moderniser le pays. Mais, comme beaucoup de réformateurs de son époque, il fut renversé par ses ennemis politiques et finalement fusillé. Voilà ce qu'était le Salvador à cette époque, un pays jeune, plein de potentiel, mais pris au piège de lutte de pouvoir, avec une économie inégale et un système politique fragile. Cependant, la culture du café, qui commença à se développer rapidement, allait changer la donne, et ce qui semblait être une simple graine allait devenir la force motrice d'une toute nouvelle ère, la République du café. Ce sera le prochain chapitre. Préparez-vous, car un temps viendra où l'or ne brillera plus. Mais le café, lui, oui. 6-6, la République du café, le boom du café et le pouvoir des propriétaires fonciers, 1870-1931. Ce qui pour beaucoup semblait n'être qu'une boisson, est devenu un pilier de l'histoire du Salvador. Le café n'a pas seulement réveillé les gens le matin, il a réveillé tout un pays. À partir de 1870, le Salvador entra dans une nouvelle ère qui transforma complètement son économie, sa société et sa politique. Les historiens appellent cette époque la République du café. Jusqu'alors, le principal produit d'exportation était l'indigo, le colorant bleu si prisé en Europe. Mais avec le temps, l'indigo a perdu de sa valeur. Des colorants artificiels sont apparus et l'activité a décliné. Le pays s'est alors tourné vers une autre plante, le caféier. Le café, avec ses grains noirs et son arôme incomparable, a trouvé un climat idéal pour sa croissance dans les hautes terres salvadoriennes. Bientôt, les montagnes se sont couvertes de plantations de café. Les exploitations se sont développées, les exportations ont augmenté, et avec elles, le pouvoir d'une élite bien spécifique s'est accru, les grands propriétaires terriens.
Et que s'est-il passé? Cette élite a pris le contrôle non seulement de l'économie, mais aussi de l'État. Ils gouvernaient, prenaient des décisions et dictaient la politique du pays. Tout tournait autour du café. Mais un problème majeur se posait. Pour que les plantations puissent se développer, il fallait des terres, beaucoup de terres. Et ces terres étaient aux mains des communautés indigènes et paysannes qui les cultivaient depuis des générations. Puis, les accaparements de terres ont commencé. Des lois ont été adoptées qui ont éliminé la propriété communautaire et ont forcé la vente de terres qui avaient été auparavant partagées. Ainsi, des milliers de paysans ont été expulsés de leurs terres. Ils n'étaient plus propriétaires. Ils étaient désormais des pions. Ils travaillaient de longues heures pour des salaires de misère et vivaient dans l'ombre des propriétaires terriens. Le pouvoir était concentré. Quelques mains contrôlaient la richesse, la politique et la justice. Et tandis que les fermes prospéraient, les inégalités sociales se multipliaient. Politiquement, le pays connaissait une stabilité apparente. Mais en réalité, il s'agissait d'une façade de démocratie. Les présidents étaient élus, certes, mais toujours parmi les mêmes groupes. Le vote était limité. La liberté de la presse était contrôlée. Et les manifestations étaient sévèrement réprimées. L'un des présidents les plus emblématiques de cette époque fut Rafael Zaldívar, qui promouva avec force l'expansion du café et les réformes agraires. Mais il fut également responsable de la consolidation de la domination de l'élite des propriétaires fonciers. Au fil des décennies, le café est devenu l'or noir du Salvador. Grâce à lui, des routes, des chemins de fer, des banques et des bâtiments publics ont été construits. Mais tous ces progrès ont eu un coût caché, l'exploitation des travailleurs. Communautés indigènes, paysans sans terre, travailleurs urbains, tout le monde sentait que le pays grandissait, mais n'avançait pas. Et ainsi, sous la surface d'un pays apparemment prospère, un mécontentement a commencé à mijoter et allait finalement éclater. Le Salvador, la République du café, ressemblait à une immense ferme, propre à l'extérieur, mais inégale à l'intérieur. Et cette tension accumulée, cette rage silencieuse, allait exploser avec force dans l'étape suivante, la grande insurrection de 1932. Une tragédie qui allait changer à jamais le visage du pays. Et nous en parlerons dans le prochain chapitre. 7. L'insurrection de 1932. Rébellion, répression et massacre. Après plus d'un demi-siècle durant lequel le café dominait l'économie et les grands propriétaires terriens détenaient le pouvoir, les tensions sociales au Salvador étaient insupportables. Le paysan, l'indigène, l'ouvrier, tous travaillaient dur et recevaient très peu. Le pays était en pleine croissance, mais pas pour tout le monde. Et cette inégalité, telle une cocotte minute, a fini par exploser en 1932. Ce fut une année clé. Une génération de jeunes aux idées nouvelles, influencés par les luttes des ouvriers et des paysans dans d'autres parties du monde, a commencé à s'organiser et à rêver d'un pays plus juste. L'un des noms les plus connus de ce mouvement est Agustín Farabundo Martí, un intellectuel, un activiste et un combattant infatigable pour les droits du peuple. Martí, avec d'autres dirigeants paysans et indigènes, a dénoncé les injustices du système du café, le vol des terres et la pauvreté qui étouffait les communautés les plus pauvres. Mais le contexte était complexe. En 1931, à la suite d'élections démocratiques, Arturo Araujo, un président réformiste qui cherchait à améliorer les conditions du pays, arriva au pouvoir. Cependant, son mandat fut bref. Quelques mois plus tard, un coup d'État militaire le renverse. C'est ainsi que le général Maximiliano Hernández Martínez a pris le pouvoir. Martínez a établi un régime autoritaire, avec des idées mystiques et une vision profondément conservatrice. Le nouveau gouvernement n'était pas disposé à tolérer les critiques ou la rébellion. C'est alors, en janvier 1932, qu'éclate le soulèvement paysan. Des milliers de paysans et d'indigènes de l'ouest du pays, notamment de régions comme Izalco, Nahuizalco, Juayúa et Sonsonate, ont pris les armes contre l'oppression. Ils voulaient récupérer leurs terres, avoir une voix et vivre dans la dignité.
Les premières attaques ont surpris les autorités. Des mairies ont été investies, des casernes attaquées et des symboles du pouvoir des propriétaires fonciers détruits. C'était la voix d'un peuple exaspéré, un cri désespéré pour la justice. Mais la réponse du gouvernement a été brutale. Le général Martínez ordonna une répression féroce. L'armée et les forces de sécurité ont dévasté des communautés entières, exécuté des milliers de personnes sans procès et semé la terreur dans toute la partie occidentale du pays. Cet événement est connu sous le nom de le massacre. En quelques semaines, on estime que 10 000 à 30 000 personnes ont été tuées. Beaucoup d'entre eux étaient des autochtones qui n'avaient même pas participé à la rébellion. Le simple fait de parler nahuatl ou de porter des vêtements traditionnels suffisait à vous faire exécuter. Il s'agissait d'une tentative délibérée d'effacer l'identité autochtone, d'écraser toute tentative de résistance et d'envoyer un message clair. Le pouvoir ne peut être touché. Farabundo Martí a été capturé et abattu, mais son nom n'a pas été réduit au silence. Au fil du temps, il est devenu un symbole de lutte et de résistance populaire. L'insurrection de 1932 a marqué un avant et un après. Le traumatisme a été si profond que pendant des décennies, la population indigène a cessé de parler sa langue, de porter ses vêtements traditionnels ou de s'afficher publiquement comme tel. La peur s'est incrustée dans la peau d'une nation. Et même si le soulèvement a été écrasé, les causes sous-jacentes demeurent. Pauvreté, inégalité, dépossession. Tout cela continuerait à s'accumuler comme des braises sous terre, attendant un autre moment pour s'enflammer. Ce moment se produirait des décennies plus tard. Mais entre-temps, le Salvador était à jamais marqué par l'une des tragédies les plus sombres de son histoire. Et ainsi, nous sommes passés d'une république du café à une république du silence, où s'exprimer, s'organiser ou rêver de justice pouvait vous coûter la vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le peuple n'a jamais cessé de rêver d'un pays plus juste, et tôt ou tard, cet espoir renaîtrait. 8. La dictature de Maximiliano Hernández Martínez, l'ordre à tout prix, 1932-1944. Après la répression brutale du soulèvement de 1932, le Salvador était paralysé par la peur. Le général Maximiliano Hernández Martínez, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1931, consolida son régime comme une dictature militaire autoritaire marquée par un contrôle absolu et la suppression de toute opposition. Martínez n'était pas seulement un dirigeant à la poigne de fer, c'était aussi un personnage particulier, profondément mystique, avec des croyances en la théosophie, dans les pouvoirs de l'âme et dans les rituels ésotériques. On disait qu'il parlait aux esprits, qu'il croyait au karma et qu'il avait même ordonné que le palais national soit magnétisé pour le protéger des attaques. Mais derrière cette image presque excentrique, il y avait un leader froid et calculateur, prêt à maintenir l'ordre, quel qu'en soit le prix. Durant son mandat, le Salvador a connu une stabilité politique apparente et une croissance économique modérée, principalement basée sur les exportations de café. Des travaux publics ont été promus, l'administration de l'État a été organisée et de nouvelles institutions ont été créées. Cependant, cette stabilité a eu un prix très élevé. Le pays vivait dans un état constant de surveillance, de répression et de censure. Il n'y avait pas de liberté d'expression, il n'y avait pas de parti politique libre, et toute tentative d'organisation sociale, syndicale ou étudiante était rapidement démantelée. Les exécutions extrajudiciaires, la torture et les disparitions font désormais partie de l'appareil d'État. Le souvenir de la Matanza était encore vif et rappelait de quoi le régime était capable. Et même si beaucoup ont essayé de résister, la peur a pris le dessus sur le courage. Mais comme cela arrive souvent dans les dictatures de longue durée, le mécontentement a commencé à grandir. Dans les années 1940, une nouvelle génération d'étudiants, de travailleurs et de soldats a commencé à s'organiser discrètement. Le point de rupture est survenu en 1944. Cette année-là, Martínez a tenté de se faire réélire frauduleusement pour la 3e fois, défiant même les lois qu'il avait lui-même imposées.
Le peuple, fatigué par des années de répression, est descendu dans la rue. C'est alors qu'un événement historique se produit. La grève sur le tas. Des milliers de Salvadoriens, ouvriers, fonctionnaires, étudiants et commerçants, ont arrêté le travail et paralysé pacifiquement le pays en guise de protestation contre la dictature. Cette grève fut une démonstration extraordinaire de courage. Le peuple n'a pas pris les armes, il n'a pas attaqué les bâtiments, il a juste arrêté de bouger. Et ce silence était plus puissant que n'importe quel cri. Sous la pression populaire, le dictateur fuit le pays en mai 1944. Le Salvador célébrait enfin la fin de l'ère Martinez. Mais la joie fut de courte durée. Car, dans les mois qui ont suivi, d'autres militaires ont tenté de rester au pouvoir. Les Salvadoriens sont à nouveau descendus dans la rue, et cette fois, la répression a été sanglante. Il y a eu des manifestations étudiantes, des affrontements armés et des arrestations massives. Cependant, la graine du changement avait déjà été plantée. Le départ de Martinez n'a pas immédiatement apporté la démocratie. Mais cela a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire du pays, où de plus en plus de secteurs sociaux ont commencé à exiger la participation politique, la justice et la liberté. Ce fut le début d'une lutte plus longue, plus complexe, mais aussi plus consciente. Et même si l'ombre des bottes militaires allait rester présente pendant de nombreuses années, le peuple salvadorien avait montré qu'il était capable de se soulever même sans armes. L'histoire du Salvador, comme vous le voyez, n'est pas une ligne droite. C'est une succession de luttes, de revers et d'avancées. Et ce qui vient ensuite est encore plus intense. Est-ce que vous appréciez cette histoire ? Alors prenez un moment et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Avec ce petit geste, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette histoire puissante. Parce que chaque abonnement et chaque like permettent à ce contenu de toucher plus loin. Continuons notre voyage à travers l'histoire du Salvador. 9. L'après-guerre et la recherche de la démocratie, 1944-1979. Après la chute du dictateur Maximiliano Hernández Martínez en 1944, le Salvador entre dans une période d'espoir, mais aussi d'incertitude. La dictature avait pris fin, oui. Mais le pays n'est pas devenu immédiatement une démocratie solide. Ce qui suivit fut un long voyage marqué par des promesses non tenues, des gouvernements militaires déguisés en civilité et une population qui commençait à s'éveiller politiquement. Après l'exil de Martinez, le pouvoir fut pris par d'autres officiers militaires, l'un après l'autre. Certains ont essayé de présenter un visage plus amical et plus institutionnel, mais dans la pratique, la répression, la censure et l'exclusion politique ont continué. La soi-disant démocratie supervisée n'était rien d'autre qu'une façade, des élections truquées, des partis contrôlés et le peuple comme simple spectateur. Durant cette période, l'oligarchie productrice de café a maintenu le contrôle de l'économie, tandis que les paysans et les ouvriers continuaient à vivre dans la pauvreté, avec des salaires de misère et sans accès aux services de base. Mais le monde changeait et le Salvador aussi. Dans les années 1950 et 1960, des mouvements étudiants, des syndicats et des organisations populaires ont commencé à émerger. Les jeunes commençaient à remettre en question le système. Les paysans réclamaient une réforme agraire. Les ouvriers réclamaient de meilleures conditions de travail et pour la première fois, la voix du peuple commença à se faire entendre plus fort. En réponse, le gouvernement a intensifié la répression. De nombreux dirigeants sociaux ont été persécutés, emprisonnés ou assassinés. Nous vivions dans un pays où penser différemment pouvait vous coûter la vie. Au cours des années 1970, les tensions se sont accrues comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Les élections sont de plus en plus remises en question. En 1972, le candidat réformateur José Napoléon Duarte du Parti démocrate chrétien remporte l'élection présidentielle, mais la fraude électorale le chasse du pouvoir. Un coup technique, caché, le contraint à l'exil. Cet événement a marqué un point de non-retour. Beaucoup ont cessé de croire aux moyens pacifiques de changer le pays.
Entre-temps, les inégalités sont devenues de plus en plus évidentes. L'écart entre les riches et les pauvres était un abîme. Dans les campagnes, les grands domaines dominaient le territoire, tandis que des milliers de paysans survivaient dans la faim, sans terre ni voix. Dans ce contexte, des groupes de guérillas ont commencé à émerger, composés de jeunes, de paysans, d'ouvriers et même de personnalités religieuses, qui ne croyaient plus à la possibilité d'une transformation par des moyens institutionnels. La société salvadorienne devenait dangereusement polarisée. Pendant ce temps, les gouvernements continuaient de réagir par la violence, la répression et les escadrons de la mort. À la fin de la décennie, le pays n'était plus le même. Une tempête approchait, une guerre, une tragédie, mais aussi un combat pour la dignité. Le Salvador était sur le point d'entrer dans le chapitre le plus douloureux et en même temps le plus transformateur de toute son histoire contemporaine, la guerre civile. 10. La guerre civile salvadorienne, 1980-1992, sang, douleur et espoir. Le volcan du mécontentement, qui explosait silencieusement depuis des décennies, a finalement explosé en 1980. Et ce n'était pas seulement une manifestation, c'était une guerre entre frères, une guerre qui a laissé des cicatrices si profondes que même aujourd'hui, beaucoup n'osent pas regarder en arrière. La guerre civile salvadorienne n'a pas commencé du jour au lendemain. Elle est le résultat d'années de répression, d'exclusion sociale, de fraude électorale et de violence structurelle. Les gens avaient crié, ils avaient défilé, ils avaient voté, mais personne ne l'a écouté. C'est alors que différents groupes insurgés décidèrent de s'unir sous une même bannière, le Front Farabundo Martí de Libération Nationale, FMLN. Ils tirent leur nom du martyr révolutionnaire de 1932, et avec cela, ils ont également emporté leur héritage de lutte. Le FMLN n'était pas un simple groupe armé. Il s'agissait d'une coalition de forces politiques, sociales et militaires qui représentait le cri désespéré d'une grande partie de la population. Face à eux se trouvait le gouvernement salvadorien, soutenu par une puissante oligarchie et par le soutien direct des États-Unis, qui voyait dans le conflit un nouveau champ de bataille dans le cadre de la guerre froide. Les années 80 ont été tachées de sang. Les champs sont devenus des tranchées, les montagnes cachèrent des guerrilleros, les villes vivaient dans la peur. Des escadrons de la mort parcouraient les rues la nuit, kidnappant et assassinant des étudiants, des prêtres, des journalistes, des agriculteurs, toute personne considérée comme subversive. L'un des moments les plus douloureux fut l'assassinat de Monseigneur Oscar Arnulfo Romero en mars 1980. L'archevêque de San Salvador avait élevé la voix pour les pauvres, avait dénoncé les abus de l'armée et fut tué alors qu'il célébrait la messe avec une balle qui tentait de faire taire la justice, mais qui finit par allumer encore plus la flamme de la résistance. La guerre a duré 12 ans, laissant plus de 75 000 morts, des dizaines de milliers de disparus et un pays divisé et blessé avec des familles brisées et des générations marquées par le chagrin. Mais au milieu de l'horreur, des gestes d'humanité et d'espoir ont également émergé. Des communautés qui ont résisté avec dignité, des mères à la recherche de leurs enfants disparus, des paysans qui, même dans la peur, continuaient à cultiver la terre. La guerre a également forcé des milliers de Salvadoriens à émigrer. Beaucoup ont trouvé refuge aux États-Unis, créant une large diaspora qui, même de loin, s'est battue pour son pays, envoyant des fonds, organisant des manifestations et gardant la mémoire vivante. Finalement, après de nombreuses tentatives infructueuses et une pression internationale croissante, le 16 janvier 1992, le FMLN et le gouvernement salvadorien signèrent des accords de paix au château de Chapultepec, au Mexique. Ce jour-là, les balles se sont tues et la parole a pris sa place. Mais la paix n'était pas seulement la fin du conflit armé. C'était le début d'un nouveau chemin, plein de défis, de blessures à guérir, de vérités à découvrir et d'un pays à reconstruire. 11. Les accords de paix et la transition démocratique 1992-1999. La renaissance après la guerre.
Après 12 années d'une guerre sanglante, le 16 janvier 1992, le Salvador a enfin respiré une lueur d'espoir. Ce jour-là, dans le majestueux château de Chapultepec à Mexico, des représentants du gouvernement salvadorien et du Front Farabundo Martí de Libération Nationale, FMLN, ont signé les accords de paix. Ce n'était pas une simple signature. C'était la promesse que les armes se tairaient et que la parole, le vote et la démocratie remplaceraient la violence. Le pays tout entier retenait son souffle. Beaucoup ont pleuré, d'autres n'arrivaient pas à y croire. Mais tout le monde savait que quelque chose d'important s'était produit. Ces accords n'étaient pas seulement symboliques, ils ont entraîné de profonds changements structurels. La Constitution a été réformée, la société a été démilitarisée, les forces répressives comme la Garde nationale ont été dissoutes et une nouvelle police nationale civile, PNC, a été créée. De plus, des mécanismes ont été mis en place pour protéger les droits humains, garantir des élections libres et donner la parole à ceux qui avaient été réduits au silence pendant des décennies. L'un des changements les plus marquants a été la transformation du FMLN, d'un groupe de guérillas armés en un parti politique légal. Un événement historique qui a marqué un avant et un après. Les anciens ennemis débattent désormais au Congrès, et non plus dans les montagnes. Mais la signature de la paix ne signifiait pas que tout était résolu. Le Salvador est désormais confronté à une nouvelle bataille, celle de sa reconstruction. Les écoles étaient en ruine, des hôpitaux sans ressources, communautés déplacées. Et la douleur, ça ne disparaît pas avec un décret. Des milliers de personnes recherchaient leurs proches disparus. De nombreux soldats et vétérans ont dû se réintégrer dans la société, trouver un emploi et apprendre à vivre sans fusil. Mais peu à peu, l'espoir émerge. Les Salvadoriens ont commencé à reconstruire leurs propres écoles, à fonder des organisations communautaires et à organiser des élections démocratiques. En 1994, les premières élections présidentielles ont eu lieu après les accords de paix. Et bien que la polarisation soit restée forte, le processus s'est déroulé de manière pacifique et transparente. Armando Calderón Sol, du parti Arena, a gagné, poursuivant ainsi la nouvelle orientation démocratique du pays. Durant cette période, des réformes économiques et sociales ont été tentées, les investissements étrangers ont été encouragés et des secteurs tels que les transferts de fonds familiaux, qui représentaient déjà une part fondamentale de l'économie salvadorienne, ont commencé à se développer. Des programmes de réconciliation ont également été promus, même si beaucoup ont critiqué le manque de justice. Le rapport de la Commission de la Vérité a révélé des crimes atroces commis par les deux camps pendant la guerre. Mais la plupart de ces cas sont restés impunis grâce à la loi d'amnistie de 1993. Malgré cela, le peuple salvadorien a fait preuve d'une force extraordinaire, la capacité d'avancer, d'éduquer ses enfants, de travailler dur et de s'engager dans un pays différent. Les années 1990, bien que pleines de défis, ont été une période de transition. Des armes au vote, de la peur à la possibilité, du silence au débat. Et ainsi, le Salvador a commencé à écrire une nouvelle page. Une page imparfaite, certes, mais écrite avec effort, avec sueur, et avec le profond désir de ne jamais revenir à l'horreur du passé. Et 12. Le Salvador et le défi des gangs, années 1990 et 2000. La paix qui n'a pas atteint tout le monde. Les accords de paix de 1992 ont marqué la fin d'une guerre, mais pas la fin de la violence. Lorsque les armes se turent, le pays poussa un soupir de soulagement, mais bientôt, un autre type de conflit commença à se développer dans l'ombre. Des milliers de jeunes nés pendant ou peu après la guerre ont grandi sans opportunité, dans des quartiers pauvres, avec des écoles en mauvais état, peu d'options d'emploi et des familles fragmentées par la migration. De nombreux parents étaient partis aux États-Unis pendant le conflit et, même s'ils envoyaient de l'argent, l'absence physique et émotionnelle se faisait sentir dans les rues. C'est dans ce vide social et émotionnel que les gangs ont commencé à prospérer. Au départ, il s'agissait de petits groupes de jeunes en quête d'identité, de respect et de protection. Mais au fil du temps,
ces gangs ont évolué vers des structures criminelles organisées, violentes et impitoyables. Mara Salvatrucha, MS-13, et Barrio 18, influencés par des gangs déjà présents à Los Angeles, sont arrivés au Salvador avec les personnes expulsées des États-Unis dans les années 1990. Et ce qui était un phénomène marginal est devenu un problème national. Les gangs ont imposé leurs propres lois dans de nombreux quartiers. Ils ont extorqué des commerçants, recruté des enfants et des adolescents et semé la peur par des meurtres, des menaces et des violences sexuelles. Le contrôle territorial était brutal. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le taux d'homicide a grimpé en flèche. Les cimetières étaient remplis de jeunes. Les bus étaient incendiés et de nombreuses familles vivaient sous la dictature du silence. Il n'y avait pas de place pour la parole. Tu ne pouvais pas regarder. Il n'a pas été possible de le signaler. L'État a réagi avec force. Les gouvernements successifs ont mis en œuvre des plans répressifs tels que le plan Mano Dura et le plan Super Mando Dura, avec des opérations massives, des arrestations et la militarisation des zones de conflit. Mais la répression sans plan social solide n'a pas résolu le problème. Elle l'a aggravé. Les prisons étaient remplies de membres de gangs qui, au lieu d'être réhabilités, renforçaient leur réseau de l'intérieur, transformant les prisons en véritables écoles du crime. Pendant ce temps, la peur grandissait. Des communautés entières étaient prises entre deux feux, les gangs, et un système qui a souvent échoué à protéger les innocents. Le Salvador, qui rêvait d'une nouvelle ère après la guerre, s'est retrouvé dans un cauchemar différent, une guerre non déclarée, où les morts n'étaient pas en uniforme, mais ils tombaient quand même. Les maras ne constituaient pas seulement un problème de sécurité. Ils étaient le reflet d'une société qui n'avait pas guéri ses blessures, qui n'avait pas suffisamment investi dans l'inclusion, l'éducation et l'espoir. Et au milieu de tout cela, les gens continuaient à vivre. J'allais travailler, étudier, élever des enfants, rêver d'un pays meilleur, car s'il y a une chose qui n'a jamais été perdue au Salvador, c'est la foi dans le changement. Un moment important. Si cette histoire est aussi captivante pour vous qu'elle l'est pour nous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite également de la connaître. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et, surtout, activez la cloche de notification. De cette façon, non seulement vous soutenez ce contenu, mais vous aidez également davantage de personnes à découvrir le véritable voyage du Salvador à travers le temps. Continuons à découvrir ensemble cette incroyable histoire. 13. L'ère de Nayib Bukele et le combat frontal contre les gangs, 2019, présent. Après des années marquées par la violence des gangs et une méfiance croissante envers les partis traditionnels, le peuple salvadorien a pris une décision audacieuse en 2019. Il a élu Nayib Bukele, un jeune homme d'affaires charismatique et franc-parler, à l'approche disruptive comme président. Bukele ne venait pas de l'ARENA ou du FMLN, les deux principaux partis qui dominaient la politique depuis les accords de paix. Il représentait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Avec sa casquette rétrograde, ses discours sur les réseaux sociaux et sa promesse de rompre avec le passé, il a touché une génération fatiguée de la corruption, des promesses vides et de la peur. Dès le premier jour, Bukele a clairement indiqué qu'il était là pour changer les règles du jeu. Et sa principale promesse était de mettre fin au contrôle des gangs. Pendant des décennies, des quartiers entiers ont vécu sous l'ombre de la criminalité. Extorsion, meurtre, déplacements forcés, les gens ne sortaient pas après une certaine heure. Ils ne portaient pas certaines couleurs. Ils ne pouvaient pas traverser certaines rues. C'était une vie de peur. Mais en 2022, Bukele a lancé ce qu'il a appelé le régime exceptionnel, une mesure extraordinaire visant à capturer et à démanteler les structures criminelles. Les résultats ont été immédiats et pour beaucoup surprenants. Des milliers de membres présumés de gangs ont été arrêtés lors d'opérations massives. Les armes ont été confisquées, les centres d'extorsion ont été démantelés
et la peur a commencé à diminuer dans les communautés. Pour la première fois depuis des décennies, des journées entières n'ont pas été enregistrées dans le pays. Bukele a également construit une gigantesque prison de haute sécurité, le CECOT, centre de confinement du terrorisme, destiné à héberger les principaux chefs et membres des gangs. Les images étaient choquantes. Des milliers d'hommes rasés, vêtus de blanc, menottés et alignés comme jamais auparavant. Le message était clair, l'État avait repris le contrôle. Cependant, cette stratégie a également suscité de vives critiques. Les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme ont dénoncé les détentions arbitraires, l'absence de procédures régulières et les abus de pouvoir. De nombreux Salvadoriens innocents ont également été injustement capturés et certaines familles ont vécu la tragédie de rechercher leurs proches disparus dans un contexte de guerre contre le crime. Mais dans le même temps, une grande partie du peuple salvadorien a soutenu ces mesures, parce qu'après tant d'années à vivre dans la peur, ils pouvaient enfin marcher dans les rues sans peur. Bukele s'est également attaché à moderniser l'image du pays. Il a mis en œuvre l'utilisation du Bitcoin comme monnaie légale, une décision qui a surpris le monde et a placé le Salvador sur la carte technologique mondiale. Il a promu des projets d'infrastructure, promu le tourisme, organisé des événements internationaux et renforcé sa présence sur les réseaux sociaux, où il gouverne presque autant que depuis le Palais national. Son style est controversé, direct, souvent conflictuel. Mais pour beaucoup, il est le président qui fait enfin ce que personne n'avait osé faire auparavant. En 2024, Bukele a été réélu avec un soutien massif, malgré l'interdiction initiale de la réélection immédiate par la Constitution. Les gens ont cependant voté avec un espoir renouvelé que le changement se poursuivrait. Aujourd'hui, le Salvador vit une nouvelle ère, plus sûre, plus stable, mais aussi avec de grandes questions. L'équilibre entre sécurité et liberté sera-t-il maintenu? Comment garantir la justice sans tomber dans les extrêmes? Quel avenir attend les jeunes dans un pays qui évolue si rapidement? 14. Le Salvador aujourd'hui, entre espoir, changement et défis futurs. Après les bouleversements politiques, les guerres intestines, les gangs et les réformes radicales du passé, le Salvador entre dans une nouvelle ère. Une ère définie non par la peur ou le désespoir, mais par la quête d'un pays différent, plus sûr, plus moderne et plus fier de son identité. Aujourd'hui, de nombreux Salvadoriens affirment que la paix peut enfin être ressentie dans des endroits où l'on n'entendait autrefois que des coups de feu et des extorsions. Les places sont pleines, les enfants jouent dans les parcs. Les commerçants ont rouvert leur commerce sans avoir à payer de loyer aux gangs. Mais tout n'est pas parfait. Parce qu'un pays ne se construit pas uniquement sur la sécurité, nous avons également besoin d'une éducation de qualité, de soins de santé accessibles, d'un travail décent, de liberté d'expression et d'une véritable justice pour tous, et pas seulement pour certains. Le grand défi auquel le Salvador est confronté aujourd'hui est le suivant: transformer les avancées en matière de sécurité en progrès durable. Autrement dit, chaque Salvadorien vit non seulement sans peur, mais aussi dans la dignité. Le tourisme connaît une croissance sans précédent. Des gens du monde entier viennent visiter des plages comme El Tunco ou El Zonte, surfer sur des vagues sauvages ou découvrir les trésors naturels cachés dans les volcans et les lacs du pays. La gastronomie salvadorienne s'ouvre fièrement au monde. Les pupusas, ce plat simple mais savoureux, sont devenus un symbole d'identité nationale. L'art, la musique, la littérature commencent à fleurir à nouveau comme expression de l'âme salvadorienne. Les jeunes qui pendant des années ont fui ou ont été victimes de violences rêvent désormais de rester, d'étudier, de créer une entreprise. Et c'est puissant. Le pays progresse également dans le domaine numérique. Avec l'utilisation du Bitcoin, avec les nouvelles technologies, avec les investissements étrangers qui voient le Salvador comme un terrain fertile pour la croissance, le monde regarde avec curiosité ce qui se passe ici. Certains avec espoir, d'autres avec scepticisme.
Mais l'important est que le Salvador n'est plus invisible. Aujourd'hui, il occupe les gros titres, les débats, les réflexions. Et c'est un signe que les choses changent. Il reste encore beaucoup à faire. La corruption demeure une menace. La division politique peut devenir un obstacle. Et il y a toujours le danger d'oublier les leçons du passé. Mais si cette histoire nous a appris quelque chose, depuis l'époque précolombienne jusqu'à nos jours, c'est que le peuple salvadorien n'a jamais baissé les bras. Chaque chute a été suivie d'une lutte. Chaque blessure a ouvert la voie à la résistance. Chaque silence s'est terminé par un cri de liberté. Aujourd'hui, le Salvador regarde vers l'avenir avec un mélange de prudence et de foi, comme quelqu'un qui a trop souffert, mais qui refuse d'arrêter de rêver. Et c'est peut-être là sa plus grande force. N'abandonne pas. Jamais. 15. El Salvador. Un peuple qui n'abandonne jamais. Après avoir parcouru ce long voyage, depuis les temps ancestraux des peuples pipiles, en passant par la conquête, l'indépendance, les guerres civiles, les dictatures, les conflits armés, l'après-guerre et les nouveaux départs, il est clair qu'El Salvador n'est pas un pays comme les autres sur la carte. C'est une terre marquée par la lutte, la mémoire et l'espoir. Au fil des siècles, ce petit territoire au cœur de l'Amérique centrale a été le théâtre de conquêtes violentes, de trahisons politiques, de tremblements de terre sociaux, de migrations massives, de pauvreté chronique et de violences urbaines. Et pourtant, le Salvador est toujours là, plus vivant que jamais, s'accrochant au bras de son peuple. Parce que le véritable cœur du Salvador ne réside pas dans ses volcans ou ses côtes, mais dans son peuple. Chez la mère qui travaille jour et nuit pour que ses enfants puissent étudier. Chez le jeune homme qui, malgré sa peur, ouvre sa première entreprise. Chez l'agriculteur qui ne perd pas confiance en sa terre, même lorsque la sécheresse le frappe. Chez les grands-parents qui, avec leurs rides et leur mémoire, nous rappellent que la dignité n'est pas négociable. Le Salvador est une force. C'est une douleur qui ne s'oublie pas. C'est un avenir qui n'est pas craint. Et si vous avez déjà eu l'impression que tout était 2 fois plus dur, comme si le monde vous tournait le dos, comme si la lutte était solitaire, regardez ensuite le Salvador. Parce qu'ici, nous sommes tombés plusieurs fois, mais à chaque chute, il y avait des mains qui nous relevaient, des yeux qui rêvaient, des voix qui disaient « on y va encore ». Aujourd'hui, le pays n'est pas parfait. Mais peu de peuples ont montré une telle détermination à se réinventer, tant de volonté de survivre, tant de soif de justice. Et même s'il reste des blessures ouvertes, chaque jour une nouvelle page s'écrit. Une page écrite par ceux qui ne veulent pas oublier, mais ils ne veulent pas non plus vivre liés au passé. Le Salvador n'est pas seulement une histoire, c'est un symbole, une promesse, une leçon, la leçon que même le plus petit pays peut avoir la plus grande âme. Merci de nous rejoindre dans ce voyage à travers l'histoire complète du Salvador. Et n'oubliez pas, connaître l'histoire, ce n'est pas rester dans le passé. C'est de comprendre qui nous sommes et où nous pouvons aller. L'histoire du Salvador ne se résume pas seulement au passé. C'est une plaie ouverte, mais aussi un espoir brûlant. C'est l'histoire d'un peuple qui a été battu, injustement jugé et souvent oublié. Mais il n'a jamais cessé de rêver, de se battre, de croire. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie était injuste envers vous, que quelque chose vous a été pris sans raison, vous portez donc aussi le Salvador dans votre cœur, parce que cette histoire n'est pas seulement la vôtre, c'est à nous. Et la solution n'est pas d'effacer la douleur, mais en s'en souvenant, en tirant des leçons et en allant de l'avant. Merci d'être venu jusqu'ici. Partagez cette histoire. En la racontant, nous la guérissons aussi. Et avant de partir, dites-nous dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de cette histoire du Salvador? Votre avis ne compte pas seulement pour nous, il nous inspire. En laissant votre commentaire, vous aidez davantage de personnes à trouver cette vidéo, à s'intéresser à l'histoire et à rejoindre cette communauté. Et si vous ne l'avez pas encore fait, aimez, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Parce qu'ensemble, nous gardons l'histoire vivante.